Bonjour à tout le monde, et puis on va reprendre le cours d'interface graphique sur un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets, de plus en plus fragmentaires comme vous allez le voir, puisque évidemment on rentre dans des choses plus ou moins techniques, parfois. Donc il y a un sujet que je n'ai pas encore traité, c'est celui des boîtes de dialogue. Donc il faut que je vous donne quelques informations à ce sujet-là, puisque c'est important. Alors ce qu'on appelle les boîtes de dialogue, vous savez bien, vous avez affaire à ces choses-là de façon récurrente dans les interfaces, dans les applications qui utilisent des interfaces. Vous tentez de quitter en oubliant de sauvegarder et vous avez une fenêtre qui apparaît dans laquelle vous est posée une question essentielle à laquelle il faut répondre. Sinon, vous ne pouvez rien faire, l'application est bloquée. Donc, puisqu'on considère que, par exemple, quitter sans sauvegarder, c'est une opération dangereuse, on vous demande donc confirmation. Êtes-vous sûr? Oui, non, annulé, ou je ne sais pas trop quoi. Donc ça, c'est une première forme de boîte de dialogue. Donc ces boîtes de dialogue, c'est simplement des dialogues extrêmement élémentaires. En général, soit on vous informe, on vous pose une question, et puis vous pouvez confirmer que vous avez été informé simplement en fermant la boîte, ou répondre à la question qui vous est posée. Et donc il y a des choses qui sont de l'ordre de l'information. Vous êtes tout pareil dans une application, par exemple, un IDE qui compile, et vous lancez la compilation. Ça ne vous empêche pas de travailler pendant ce temps-là, par exemple. Et donc, au bout d'un moment, la compilation se termine, on vous en informe. Il y a divers moyens de le faire. Pour le faire, un des moyens possibles, c'est évidemment d'ouvrir une fenêtre pour vous dire « ça y est, la compilation est terminée ». Ça, par contre, en général, ça ne vous bloque pas l'application. Si vous avez lancé un travail, il est terminé, on vous informe simplement qu'il est terminé. Vous pouvez faire disparaître cette fenêtre, vous pouvez la laisser, enfin l'ignorer pendant un bon moment, ça n'a pas d'importance sur le fonctionnement du reste de l'application. En tout cas, ça n'a pas d'incidence directe. Donc essentiellement, c'est une interaction simple avec l'utilisateur. Je dis basique ou simple, c'est comme vous voulez. Et il y a deux types. Comme je viens de vous l'indiquer, il y a en fait deux types de dialogues qui sont possibles. Il y a le dialogue qu'on appelle modal, ou donc l'interaction modale, ou l'interaction non modale. Alors c'est un peu, ce nom est un petit peu particulier, mais en gros ça signifie que vous êtes synchrone, asynchrone, bloquant ou non bloquant. C'est un peu ça l'idée. Donc modal, ça signifie que vous allez bloquer en fait quelque chose, vous allez bloquer une partie du reste de l'application. Donc on va voir qu'il y a plusieurs types de modalités possibles. En tout cas, ça oblige à avoir une réponse avant de pouvoir continuer la série d'actions. Donc ça insère quelque chose de bloquant dans le flux d'un certain traitement. Et puis non modale, donc non bloquante, c'est vraiment à titre informatif. C'est le second exemple que j'ai donné. On vous informe simplement de quelque chose. Alors pour les dialogues, en fait, vous avez une classe une classe mère de tous les dialogues en Swing, qui est la classe JDialog. Rappelez-vous, parmi les fenêtres, je crois avoir donné dans la liste des classes Swing, vous vous rappelez qu'il y a les fameuses fenêtres et qu'il y en a différents types. On a effectivement les windows, les JFrame, les JMenus qui sont aussi des fenêtres un peu particulières, qui sont des fenêtres particulières, pardon. Il y a aussi JDialog, j'ai dit on verra plus tard. JDialog, c'est effectivement une fenêtre. Alors comme toute autre fenêtre, simplement elle a une particularité évidemment sémantique. Autant la JFrame, c'est plutôt une fenêtre principale, donc on peut l'iconifier, on peut l'agrandir, on peut la fermer ou je ne sais quoi. Les menus, ce sont des fenêtres très particulières, vous ne les faites pas apparaître vous-même, c'est l'interface qui gère ça, ça apparaît à des endroits très particuliers, ça se ferme de façon particulière, une gestion automatisée des menus. Pour les Windows, simplement des fenêtres qui n'ont pas de décoration, etc. Donc, qu'est-ce qu'ont les JDialog de particulier? Ça va être essentiellement, à part le fait que ce sont des fenêtres, donc on va pouvoir mettre des éléments, n'importe quel autre type d'éléments que vous pouvez vouloir y mettre. Donc une interface extrêmement complexe si ça vous amuse, ou si vous en avez besoin plutôt. Ce qui fait la différence entre ce type de fenêtre et les autres, c'est évidemment leur histoire de modalité et comment est-ce qu'on va raccrocher ça au mode bloquant et qu'est-ce qu'on va bloquer dans l'interface si c'est
si c'est important. Donc on peut effectivement y composer une interface, et puis on va pouvoir s'y brancher aussi pour détecter des actions, hein, et, rien de bien mystérieux du point de vue JDialog vu comme une fenêtre. Hein. Alors pour terminer les dialogues, hein, bah, il suffit de les rendre invisibles. Voilà, vous les rendez invisibles et ça disparaît à la vue. Donc il n'y a pas de problème. Alors quelles sont les modalités? Tout à l'heure, hein, je vous ai dit, vous avez en gros le mode bloquant, puis en gros le mode non bloquant. Mais vous allez voir qu'il y a des raffinements possibles sur notamment sur le mode bloquant. Hein. Donc pour Java 6, j'ai mis ça, mais ça n'a pas dû changer en Java 7. J'aurais dû mettre à jour, mais c'est du détail. Il y a 4 niveaux de modalité. Hein. Donc il y a effectivement le niveau 100, hein, modeless. Et puis par contre dans le niveau modal, donc avec modalité, eh bien vous avez 3 raffinements possibles. Hein. Vous avez le document modal, le application modal et puis le toolkit modal. Ok? Et alors à quoi ça correspond? Ben justement ça va correspondre à quelle partie de l'application va être bloquée. Hein? Et donc il va falloir préciser ça. Donc document modal, c'est la vision dans laquelle les applications fonctionnent en mode document. Qu'est-ce que c'est une application qui fonctionne en mode document? Vous en avez vous en avez certainement manipulé. Vous prenez par exemple votre Word, votre Excel, votre LibreOffice, ce que vous voulez, et là-dedans, il y a en général une notion de document. Quand vous allez éditer un document, vous faites un new document ou vous faites ouvrir document. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir éditer ou manipuler ce document. D'accord? Et chaque fenêtre est a priori indépendante. Hein? Dans chaque fenêtre, vous allez éditer un document et cette fenêtre est dédiée à l'édition de ce document. Ce qui se passe dans une autre fenêtre est relativement indépendant. Vous allez pouvoir dans une autre fenêtre éditer un autre document et les éditions sont entre guillemets complètement indépendantes. Sauf que évidemment tout ça appartient à une seule application. Donc vous avez une notion d'application dans laquelle vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Hein, et ces choses sont par exemple l'édition d'un document. Donc cette vision-là, eh bien évidemment si vous voulez cette vision application type document, eh bien si vous voulez obtenir des dialogues de type modal ou modo, je ne sais pas trop comment il faut dire, je ne sais pas quel est le pluriel de modal en français, probablement modo. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment, vous voyez, vous êtes sur une fenêtre qui édite un document, vous l'avez édité, vous n'avez pas fait la dernière sauvegarde, enfin vous n'avez pas fait de sauvegarde depuis la dernière édition, vous voulez fermer cette fenêtre, eh bien on doit vous poser une question en disant, êtes-vous sûr de vouloir fermer cette fenêtre ou je sais pas, alors oui, c'est plutôt fermer cette fenêtre, pas quitter l'application, fermer cette fenêtre alors que vous n'avez pas sauvegardé le document. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment cette question soit associée à la fenêtre en particulier. On ne souhaite pas que cette question soit posée complètement indépendamment de la fenêtre. Si vous avez deux fenêtres qui éditent deux documents, on veut que l'utilisateur comprenne bien de quelle fenêtre il s'agisse. Alors ça, c'est une question de placement, ça c'est sûr aussi. Mais il y a une autre chose qui doit être importante, c'est on peut se poser la question, est-ce que si cette fenêtre est modale et bloque quelque chose de l'application, qu'est-ce qu'elle bloque? Est-ce qu'elle doit bloquer toute l'application? C'est pas forcément nécessaire. Ça ne vous interdit pas de continuer à vouloir modifier le document qui est dans l'autre fenêtre. Donc si c'est ça que vous voulez obtenir, donc ne bloquez qu'une fenêtre en particulier, eh bien vous avez le mode document modal. D'accord? Et ce que ça fait, c'est qu'évidemment ça va bloquer du point de vue de l'interface, hein, ça va rendre inopérantes toutes les interactions que vous pouvez vouloir avoir du point de vue de l'interface avec tous les descendants de la fenêtre sans parent qui est associé. Bon, on verra, je vous montrerai quelques exemples. Application modal, ça c'est beaucoup plus clair. Hein. Là, cette fois, c'est vous pouvez avoir plusieurs documents, sauvegarder ou pas, peu importe, et vous tentez de quitter l'application. Donc je ne dis pas fermer une fenêtre, cette fois vous tentez de quitter l'application. Et là, l'application vous dit ah non, il y a trop de documents non sauvegardés, je sais pas quoi. Hein. Et ce qu'on voudrait, c'est par exemple bloquer toutes les fenêtres de l'application, puisque c'est une action qui, elle, est censée agir sur l'application. Et donc si vous avez une question à poser qui est bloquante, hein, eh bien, du point de vue sémantique, eh bien, vous prenez une application modal.
Bon, alors, tout le kit modal, c'est encore plus violent, mais c'est difficile à illustrer. Tout le kit, c'est toutes les fenêtres de l'environnement. Et oui, on pourrait considérer que l'action que vous voulez faire, elle va bloquer, elle va vouloir bloquer tout l'environnement. C'est une question qui est très importante, à laquelle on refuse que vous... Enfin, à laquelle on souhaite que vous répondiez, et on souhaiterait aussi vous interdire d'utiliser quoi que ce soit d'autre. On veut absolument que vous répondiez maintenant. C'est quelque chose d'extrêmement critique et qui pourrait déborder sur éventuellement le reste. Alors, je vous rassure, dans la pratique, tout le kit modal, vous n'arriverez quasiment jamais à l'expérimenter. En général, tout le kit modal, c'est équivalent à application modal, mais c'est prévu pour. Si vous avez un environnement graphique qui vous autorise le toolkit modal, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Je crois que dans les supports Java qu'on a, il y a des cas très particuliers dans lesquels ça fonctionne. Bon, je vous montrerai ça. On va essayer de le faire fonctionner, mais c'est pas garanti. Bon, alors un dialogue sans propriétaire, vous allez voir que le JDialogue, si vous regardez comment est-ce qu'on construit des JDialogues, il va falloir lui associer en fait un propriétaire. Et le propriétaire, ça va correspondre justement à la fenêtre à laquelle vous allez, enfin, entre guillemets, à l'objet auquel vous voulez rattacher ce dialogue ou cette interaction utilisateur. Évidemment, si vous le rattachez à aucune autre fenêtre, aucun autre objet de votre application, bah, de façon naturelle, ce dialogue va devenir non modal. Hein. Donc, si vous voulez un dialogue sans propriétaire, sans fenêtre propriétaire, c'est simplement un non modal. Alors, on va regarder ça. Pas très difficile à fabriquer, un non modal. Hop. Je sais pas dans quoi c'est. Et il s'appelle, j'ai dit comment? Modeless example. Donc on va l'exécuter juste pour voir à quoi ça correspond. Hein. J'ai une fenêtre ici. Bon, très bien, hein, peu importe. C'est censé être mon application. Alors, vous voyez que j'ai ici mon application en fait créé deux fenêtres, donc probablement deux JFrames. Hein, on regardera le code ensuite. Et puis dans ces JFrames, bah, il y a une partie de l'application, donc j'imagine que ces JFrames simulent le fait que je suis en train d'éditer des documents. Alors évidemment, il ne se passe rien de particulier ici. Et puis dans chacune de ces fenêtres, il y a des actions qu'on peut déclencher. Donc si par exemple j'appuie sur Tape-moi, bah, ce que j'obtiens, c'est en fait un dialogue. Hein, vous voyez qu'une fenêtre secondaire est apparue. D'accord? Et puis, bon, alors on ne peut pas faire grand-chose avec, il y a simplement un bouton. Mais la particularité de ce dialogue, vous voyez, c'est que ça ne m'empêche pas d'agir avec le reste de l'application. Ça ne m'empêche même pas d'agir avec la fenêtre, avec la fenêtre depuis laquelle j'avais déjà créé une première fois le dialogue. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, le dialogue, qu'il ait déjà été créé ou pas, eh bien, on peut en créer un autre à l'infini. Donc c'est vraiment du type informatif ici. C'est-à-dire que l'action qui est éventuellement demandée, donc d'ailleurs... j'ai même pas posé de question, c'est juste pour l'exemple. Hein, mais l'action qui est demandée, c'est juste de cliquer sur un bouton. Et ce clic de bouton ne m'empêche pas de continuer. Hein. S'il y avait d'autres actions intéressantes avec l'application, je pourrais continuer à les faire. Je peux descendre les menus, etc. Je peux même fermer la fenêtre. Alors vous voyez que quand j'ai fermé la fenêtre, ça a fait disparaître quand même l'autre, mais on verra comment. Donc regardons comment ça fonctionne. En tout cas, vous voyez que c'est pas bloquant. L'apparition de ce dialogue n'est pas une opération qui a bloqué quoi que ce soit dans mon interface. Donc rien de bien mystérieux normalement. Si je regarde, alors j'ai dû écrire un bout de code générique pour faire ça, mais donc j'ai simplement mes deux fenêtres, vous voyez mes deux JFrames, hein, qui contiennent exactement la même chose, un label, un bouton. Et le bouton, il est associé à un objet particulier auditeur, là, qui est mon listener, en fait. Hein. Et puis mon listener, bah, vous voyez ce qui
fait, alors où est-ce qu'il est mon listener? Il faut que je regarde, auditeur. Quand je clique dessus, il doit me faire apparaître probablement le quoi? Il me fait apparaître le dialogue. Hein. Donc l'auditeur, c'est l'objet qui est un action listener, et cet action listener, il a une méthode action perform. Donc quand je clique sur un de ces boutons, puisqu'il y a un auditeur qui est associé, ce qu'on fabrique, c'est un JDialogue. D'accord? Et ce JDialogue, il a été associé de façon particulière, il a été associé en fait, donc j'ai encore utilisé une autre façon de faire, pour obtenir le dernier effet que vous avez pu observer, c'est que contrairement à ce que j'ai dit, ce dialogue, je l'ai associé à une frame, à une JFrame. Mais, c'est pas très grave, parce que ce que j'ai précisé, c'est que son type était modeless. Donc en fait, la seule chose que ça a pu faire, c'est l'effet que vous avez observé. C'est-à-dire si vraiment je ne l'avais pas associé à une JFrame, si j'avais créé un JDialogue avec comme propriétaire nul. Hein, ici, la construction du dialogue consiste dans le constructeur du dialogue. Vous avez un paramètre qui correspond à la fenêtre à laquelle vous voulez rattacher ce dialogue. Si vous mettez nul, ça n'est rattaché à aucune fenêtre. Donc le dialogue est vraiment complètement indépendant. Non seulement il est sans modalité, il est non bloquant, mais en plus, c'est complètement indépendant des fenêtres. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Parce que certes, c'était un dialogue non modal, donc il ne bloquait rien, mais il y avait une petite chose qui s'est produite, si vous avez remarqué, c'est que quand j'ai créé, donc je vais créer ces petits dialogues annexes, pardon, hein, j'en crée deux par exemple, mais vous avez remarqué peut-être que tout à l'heure, quand j'ai fermé la fenêtre, les dialogues ont disparu avec. C'était des dialogues informatifs qui correspondaient à une information que je souhaitais rattacher à la fenêtre elle-même. Bah, si je fais disparaître la fenêtre, ils n'ont plus lieu d'être. Donc on les fait disparaître. Mais c'est le rattachement, hein, c'est le rattachement à leur construction qui m'a fourni cette fonctionnalité. Donc en fait, je les ai rattachés, tous ces dialogues qui ont été créés. Donc à chaque fois que je clique, je crée un dialogue qui est rattaché à la fenêtre courante. Et puis, simplement, je déclare par contre que ce dialogue est modeless. D'accord? C'est en général le cas. On procède de cette manière-là. Alors simplement, dans ce dialogue, j'ai créé un bouton qui, quand on clique dessus, fait disparaître le dialogue à la vue. Hein. Donc le dialogue devient invisible avec le setVisible. Simplement, je n'ai pas créé ici une classe spécifique pour un type spécifique pour implémenter mon Action Listener. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ça, faites-le, c'est assez courant dans les interfaces graphiques. C'est de créer une classe anonyme ici. Voilà pour le modeless. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Parce qu'on a les exemples qui sont sous les yeux ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, par exemple, si on regarde modeless exemple, il est déjà en fait, c'est parce qu'il y avait à modifier, mais on va regarder les autres. On va regarder le doc modal, par exemple. Alors, le doc modal, donc, ce que je vais créer ici, c'est des dialogues de type document modal. Et là, normalement, je devrais... Alors, c'est toujours la même base de l'application. Je pense que j'ai pas fait de choses mystérieuses. J'ai toujours ici deux fenêtres. Bon, très bien. J'ai toujours dans chacune de ces fenêtres un bouton qui me permet de créer un dialogue, mais cette fois, le dialogue, il va être de type document modal. Donc, normalement, je vais pas regarder le code, mais ça devrait être le bon. Normalement, ça doit bloquer la fenêtre qui est associée. C'est-à-dire, si je fais apparaître le dialogue qui est ici, dans cette fenêtre-là, alors je vais tenter de le faire bouger, de le bouger, par exemple. Là, vous voyez que la fenêtre est devenue inopérante. Je ne peux rien faire d'autre de la fenêtre. Hein, vous avez remarqué que c'est attaché de façon assez forte
à la fenêtre. Hein. Quand je bouge la fenêtre, ça bouge le dialogue qui va avec. Donc j'ai quelque chose qui est une représentation assez visible de l'aspect sémantique de la chose. Hein. Ce dialogue, je dois y répondre. Tant que j'ai pas répondu à ça, la fenêtre reste bloquée. Vous remarquez que de l'autre côté, j'ai aucun souci. Hein. Mon autre fenêtre reste, elle, utilisable. Il n'y a aucun souci. Je n'ai bloqué qu'une partie de l'application, la partie concernée. Hein, donc impossible d'appuyer sur un quelconque bouton, impossible de faire quoi que ce soit d'autre que de jouer avec le reste de la fenêtre. Par contre, hein, évidemment, si j'appuie sur... si je libère le dialogue, bien sûr, je vais libérer le mode bloquant qui était associé à la fenêtre. Cette fois, la fenêtre redevient utilisable. Hein. Voilà. Et bien sûr, chacune de ces fenêtres peut avoir son propre dialogue. D'accord ? Alors, le code n'est pas extrêmement mystérieux. Hein. On imagine bien que simplement, ce qui va changer, ça va être le type du dialogue, qui cette fois est passé. Hein, c'est exactement le même code que tout à l'heure, simplement je suis passé ici en document modal. Hein, rien d'autre. Et ça donne l'effet qu'on vient d'observer. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre peut-être comme effet, je sais pas, je vais voir, je me souviens plus. Tac, si je fais ça, non, je peux même pas l'iconifier, donc voilà. Hein, l'autre effet, c'est qu'évidemment, je ne peux même pas iconifier la fenêtre et tenter de vaguement l'ignorer ou je ne sais pas quoi. Donc, je suis vraiment obligé de répondre à la question. Alors l'autre modalité, c'est application modal, et comme vous allez le voir, c'est cette fois, ça va bloquer l'intégralité de l'application. Donc pas seulement la fenêtre depuis laquelle j'ai lancé ou j'ai créé le dialogue, mais aussi les autres, si elles existent. Donc c'est app modal. Donc toujours pareil, j'ai deux fenêtres. Et puis cette fois, si je fais apparaître, donc je prends une fenêtre au hasard, peu importe, et je clique sur le bouton qui fait apparaître le dialogue, et bien cette fois, évidemment, non seulement cette fenêtre-là est devenue inactive, là j'ai essayé de cliquer frénétiquement pour l'activer, il ne se passe rien, mais la seconde non plus. Tout est bloqué. D'accord ? Donc pour libérer, évidemment, il faut que je réponde à la question. Et cette fois, tout redevient actif. Alors, évidemment, hein, la seule chose que j'ai changée ici dans le code, vous imaginez bien, c'est simplement le type de la modalité. C'est-à-dire que cette fois, je suis passé en application modal. C'est aussi simple que ça. Rien d'autre. Je pense que si je fais un diff sur ces trois codes, peut-être même sur les quatre, j'aurai exactement le même code, c'est simplement le type qui change tout. La seule expérience que je vous encourage à faire, c'est celle consistant cette fois à ne plus rattacher du tout le dialogue. Hein. Donc le premier exemple, c'était je l'avais quand même rattaché, mais je l'avais mis en mode less. Vous pouvez même obtenir quelque chose d'encore plus lâche, qui est de ne pas le rattacher du tout. Alors le dernier, on peut éventuellement tenter l'expérience, je ne sais pas, on va voir, je vous garantis rien. Le dernier, c'est le toolkit modal. Alors la difficulté du toolkit modal, c'est que ça ne marche pas avec la plupart des environnements graphiques que vous avez. La seule expérience que j'ai réussi à faire, c'était avec les applets, pour lesquels il y a une notion de toolkit qui est particulière. Donc comme j'ai pas testé, on va voir si j'ai changé de version entre temps de Java et tout ça, donc espérons que ça continue à fonctionner, mais je vous garantis rien. Donc quelle est l'idée du toolkit ? En fait le seul environnement que j'ai expérimenté et qui fournissait une sémantique toolkit, c'est celui des applets. Donc je vous rappelle que les applets c'est quoi ? Des applets c'est censé être, je dis bien c'est censé parce qu'il n'y a pas de nécessité à ça,
mais à être des applications qui sont dans votre navigateur. Donc vous avez votre navigateur Internet, et puis à l'intérieur de votre page HTML, vous avez une zone qui est réservée pour l'exécution d'un code Java. Et l'exécution de ce code Java, il ne peut se faire que si ce code Java correspond à ce qu'on appelle une applet. Donc ce n'est pas une application ordinaire, parce que ce n'est pas une application en ligne de commande, évidemment. C'est une application qui s'exécute déjà dans un environnement graphique, mais c'est un environnement graphique qui est contraint, puisque c'est un environnement graphique qui est fourni par le navigateur. C'est le navigateur, ou plutôt c'est la page. Hein, dans votre page, vous avez dit, tiens, j'aimerais bien que cet espace-là, quand j'afficherai ma page, soit réservé à l'exécution d'un code Java. Donc il y a déjà une partie de l'environnement graphique qui est fournie par l'environnement lui-même et non pas par le code Java. Donc c'est pas une application qui crée sa fenêtre ou je sais pas quoi. La fenêtre principale, entre guillemets, elle est déjà créée par l'environnement d'exécution qui est ici le navigateur. D'autre part, évidemment, cette application ne fonctionne pas tout à fait comme les autres, on ne peut pas la déplacer ou je ne sais quoi. Hein, c'est vraiment une zone rectangulaire qu'on ne peut ni retailler dynamiquement, etc. Et alors, si vous voulez expérimenter la toolkit, en théorie, il faudrait exécuter deux applets. Donc l'exécution d'un code Java, ça prend la forme d'une applet ou d'une J-applet, peu importe, c'est pareil. Applet, c'est les anciennes applets, qui aujourd'hui s'appellent les J-applets. Donc pour pouvoir expérimenter ça, en fait, pour expérimenter la sémantique toolkit, il faut le faire à travers un environnement Java dans lequel vous pouvez lancer deux choses, a priori, entre guillemets, deux applications, mais que ces applications ne soient pas complètement indépendantes. C'est-à-dire que l'environnement Java les voit en fait comme un seul environnement d'exécution dans lequel il y a deux applications Java. Ça, c'est pas évident, parce que c'est pas du tout évident, parce que dans un environnement ordinaire où vous lancez les applications en faisant Java, vous avez deux applications complètement indépendantes. Les deux mondes Java n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Quand vous faites Java application 1 puis Java application 2, c'est complètement indépendant. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les navigateurs. Je vous passe les détails, mais des détails techniques assez compliqués pour arriver à faire fonctionner du Java à l'intérieur d'un navigateur. Surtout que maintenant, on n'emploie plus, autrefois les navigateurs embarquaient directement une JVM. Hein. Maintenant, c'est plus le cas, ils utilisent la JVM haute de votre machine, donc il y a des mécanismes assez subtils. Et normalement, ça passe justement à travers l'utilisation d'un environnement de type qui est une sémantique toolkit. Donc normalement, ces deux codes Java, s'ils sont certes indépendants, vous n'allez pas pouvoir communiquer directement. En tout cas, ils sont dans un environnement Java qui a une sémantique toolkit, et donc a priori, on devrait pouvoir bloquer l'une ou l'autre des applications. Alors je vous garantis rien parce que ça suppose que des tas de choses de sécurité fonctionnent, donc on peut peut-être essayer, mais on va voir. Alors, TK modal. D'abord, peut-être qu'il faudrait que je regarde de quoi il s'agit. Rapidement. Ok, donc j'ai fabriqué une J-applet. Très bien. C'est vrai que j'ai rien dit sur les applets, mais ça n'a rien de... Enfin, si au passage j'avais dit 2-3 petites choses sur les applets, mais... ce qu'il faut savoir en fait des applets, c'est peut-être leur cycle de vie, ça suffit. Pour le reste, ça fonctionne comme du Java ordinaire. Hein. Une application Java, si vous êtes en mode... Enfin, peu importe, en mode graphique ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes en mode, disons, standard d'application, vous savez que... le cycle de vie, c'est on va instancier la JVM, on va chercher la méthode main de la classe correspondante à la ligne de commande, et puis là, on va créer un thread qui va exécuter ce main, blablabla. Donc, en gros, hein, si j'oublie le mode multithreading, mais dès que vous rentrez dans le main, et puis votre application termine quand on sort du main. Ce qui n'est déjà plus le cas pour le mode graphique, parce qu'il faut terminer c'est en plus qu'il faut qu'il n'y ait plus de fenêtres, mais... c'est des choses qui sont pas...
auquel vous êtes habitué maintenant. Pour les applets, elles ont un cycle de vie plus particulier. Alors leur cycle de vie est le suivant. C'est un petit automate très simple. À 4 états. Le premier état, c'est l'init. Le second, c'est le start. Le troisième, c'est stop. Non, vérifie, c'est ça, stop. Et puis le quatrième, c'est destroy. Et puis, ça fonctionne comme ça. Non. Donc le cycle de vie d'une applet, c'est init, start, stop, start, stop, start, stop, start, stop, start, stop. Puis, après un certain stop, je ne sais pas lequel, c'est destroy. Alors, qu'est-ce que c'est que init et destroy? Eh bien, init et destroy, ça va être des méthodes très particulières qui doivent être... Donc, si vous prenez la classe JApplet, vous apercevrez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a justement ces 4 méthodes init, start, stop et destroy qui sont les plus importantes et on vous explique à quoi elles servent. Alors, init, ça joue le rôle, entre guillemets, des constructeurs. C'est-à-dire que quand le navigateur va instancier votre applet, il va charger le code, etc. Donc il va effectivement instancier la classe JApplet qui correspond, ou la classe applet, peu importe, ou disons la sous-classe. Eh bien, il va ensuite appeler la méthode init. Et dans la méthode init, vous êtes censé initialiser tout ce qui ira bien pour cette application. Donc init, ça joue en gros le rôle du main, si vous voulez, enfin, pas vraiment, mais... Hein, c'est plutôt un rôle d'un constructeur. Donc ça va servir à initialiser, comme son nom l'indique. Vous allez initialiser tout ce qui va bien pour votre application. Destroy, ça va jouer le rôle de l'inverse. C'est-à-dire si vous vous êtes alloué des ressources... si vous vous êtes alloué des ressources à la construction, donc dans l'init, eh bien, une fois que l'applet doit mourir... quand est-ce qu'elle meurt? J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais quand le navigateur décide que votre applet doit mourir, qu'il n'est plus nécessaire d'exécuter ce code-là, eh bien avant de faire disparaître le code brutalement, il va simplement appeler cette méthode destroy. Et entre-temps, le navigateur, dans certains cas, dans certains contextes, eh bien, il va appeler start, stop, start, stop. Donc après avoir appelé init, de toute façon, il appelle start normalement. Et évidemment, comme le nom le suggère, start et stop, ça va permettre de capturer des événements importants pour l'applet. C'est que votre applet, elle s'exécute dans un navigateur, à l'intérieur de l'affichage d'une page HTML. Et cet affichage d'une page HTML, en règle générale, en tout cas, il peut être partiel. Votre page peut être plus grande que la fenêtre du navigateur. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les applets? Imaginez que j'en ai une troisième, qui est dans une page dont vous ne voyez qu'un bout. Peut-être que la page, c'est un machin comme ça. Et peut-être que dans cette page, il est censé avoir une autre applet qui est ici. Hein? Alors évidemment, quand vous naviguez dans votre page, vous faites disparaître des applets à la vue. C'est pas que l'applet disparaît, mais à la vue, elle n'existe pas. Hein. Celle-là, je ne la vois pas. Si je scrolle, j'imagine que celle-là, je vais la voir, puis celle-là va disparaître, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est simplement à la vue. Bon, pour vous prévenir de ces événements-là, c'est start et stop. Dès qu'une applet apparaît à la vue, c'est start. Quand elle disparaît à la vue, eh bien, elle reçoit l'événement stop. Hein? Donc, on crée l'applet, elle apparaît à la vue, elle disparaît à la vue, elle réapparaît, elle disparaît, elle disparaît. Et puis, quand par exemple, on quitte la page, ou je sais pas quoi, alors là, carrément, il faut faire disparaître le tout. Avant de faire disparaître votre application, le navigateur, il est censé appeler la méthode destroy qui devrait nettoyer les choses. Fermer des connexions réseau et autres joyeusetés. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai rien fait de particulier. Je vais peut-être le mettre dans Emacs, c'est peut-être... Petit cas modal exemple. Donc il n'y a rien de particulier si ce n'est que donc le code qu'on a déjà
observer pour les autres exemples de dialogue. Hein, vous le retrouvez ici. Donc simplement ce qui a été changé, c'est que cette fois on a pris tout le kit modal. D'accord? Alors la seule difficulté, c'est qu'évidemment, la fenêtre principale de l'applet, c'est quelque chose qui a été fourni par l'environnement. Donc comment l'applet récupère cette fenêtre? Vous avez une construction spéciale, vous voyez. Hein. Je peux toujours... Ça, c'est aussi une vraie difficulté. Parfois, vous avez besoin d'accéder à la fenêtre qui contient un certain composant. Le problème, c'est que ce composant, il peut être lui-même dans un composant, qui est lui-même dans un composant, et vous ne contrôlez ni la longueur, ni la hiérarchie, parce qu'en plus, les choses peuvent être dynamiques. Donc, mais parfois, vous avez besoin de retrouver quelle est la fenêtre, puisqu'il n'y a toujours qu'une seule fenêtre dans cette hiérarchie-là, quelle est la fenêtre qui contient un composant particulier. Alors, vous avez une méthode pour faire ça qui s'appelle Swing Utilities Window for Component, comme son nom l'indique, et qui vous renvoie la fenêtre correspondante au composant. Donc ici, j'ai repris mon applet, qui est un composant, et puis j'appelle Window for Component, et donc Java va me renvoyer la fenêtre qui a été créée par le navigateur ou par le système d'exécution embarqué. Et donc ça, c'est la seule chose qui a changé, avec bien sûr le fait que cette fois, je tente d'utiliser le TK modal. Hein, la modalité de type toolkit. Alors on va voir si ça fonctionne. L'autre chose, bien sûr, c'est simplement du coup l'initialisation. Donc je n'ai pas de main, comme vous le voyez. J'ai simplement une méthode init pour mon applet, et qui fait quoi? Eh bien simplement qui affiche donc le label, le bouton, etc. Hein, rien de bien particulier. La JApplet a aussi une méthode getContentPane, donc comme une JFrame. Hein, et vous pouvez ajouter des choses évidemment dans le ContentPane de la JApplet. Voilà, donc comme j'ai rien de particulier, j'ai pas fait de choses particulières dans Start-Stop ni dans Destroy. Mais souvent, hein, c'est utilisé pour arrêter des threads temporaires, les Start-Stop. Hein. Vous avez à l'intérieur de votre JApplet des threads qui font des calculs. Stop, ça va arrêter les threads pour éviter de calculer pour rien. Enfin, bref. Moi, j'ai pas de choses très particulières là-dedans. Donc, je vais simplement... j'ai simplement une méthode init. Ok, alors, maintenant, évidemment, j'ai mon code qui est une JApplet. Il va falloir que je l'embarque dans par exemple dans un navigateur, mais on peut embarquer des JApplets ailleurs que dans un navigateur, a priori. Il suffit d'un environnement qui vous permet d'embarquer une applet, donc je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Mais néanmoins, la façon standard d'embarquer, c'est effectivement de l'embarquer dans un document HTML. Donc j'ai créé un document HTML. J'espère qu'au bout, tout ça finira par fonctionner. Il n'y a rien de bien mystérieux dans ce document HTML. Bon, ok, c'est pas du HTML5, tout ça, on est plus censé utiliser le tag applet, mais ça doit faire la même chose. Laissez-moi juste vérifier que ça c'est compatible avec la version précédente, 400-400. Ouais, on va faire ça comme ça, on va faire 500-500 peut-être. On va essayer comme ça. 450, ça devrait marcher. Donc, comment est-ce qu'on embarque du code dans HTML? Alors là, je l'ai fait à l'ancienne, parce que c'est plus facile à se souvenir. Il y avait un tag applet dans HTML, et qui, comme son nom l'indique, vous permet d'indiquer eh bien la fenêtre dans laquelle vous allez embarquer, la taille de la fenêtre dans laquelle vous allez embarquer le code de Java qui va s'exécuter. Ce tag applet est lui-même évidemment intégré dans le document HTML que je suis en train de décrire. Et puis évidemment, non seulement vous donnez la taille, mais en plus vous allez donner le code Java qui va être exécuté. Donc l'URL, en fait, elle va être déduite de l'URL de votre document. Donc si j'ai été chercher ce document-là, HTML sur un serveur web qui était sur la machine www.trucmuche.fr, eh bien le document, le point classe qui est ici, hein, il aura été cherché en complétant l'URL, comme on fait pour les images. Hein, ça c'est une URL relative. Bon, il y a d'autres façons de faire, peu importe. Maintenant, on est censé plutôt utiliser le tag object pour faire ça, pour embarquer du code. Mais ça n'a aucune importance. Alors, pour visualiser ce document HTML, j'ai deux façons de faire. Bien sûr, je peux utiliser un navigateur web à condition que ce ne... Enfin, je peux toujours utiliser un navigateur Internet.
Évidemment, je ne verrai le code Java qu'à une seule condition, c'est que le navigateur sache embarquer du Java. Hein. Il y a des navigateurs pour lesquels, soit ils sont trop pauvres, ils n'embarquent pas de Java, il existe des versions réduites de navigateurs, il n'y a aucun souci. Soit, pour des raisons de sécurité, par défaut, on n'embarque pas le code Java, donc on va voir où j'en suis ici. J'ai pas testé, donc on verra bien si... Hein, les niveaux de sécurité sont de plus en plus, contraints avec les versions avançantes de Java. Bon, vous savez bien, l'an dernier, j'ai eu des problèmes déjà avec les RMI. Donc, je crains avoir des problèmes avec les applets. Alors, bon, on peut embarquer ça dans un navigateur, on va le faire après. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un navigateur pour tester vos applets. Hein. Vous avez fourni avec Java, bien sûr. Donc, effectivement, la JVM, Java. Si vous avez pris le SDK, vous avez les compilateurs, le débugger, le désassembleur et autres joyeusetés de cet ordre. Le générateur de documentation, blablabla, les générateurs de certificats, enfin tous les outils Java. Et il y en a un, parmi la liste, il y en a un qui s'appelle l'Applet Viewer, qui est un outil qui vous permet justement de visualiser les applets. Donc là, ça ne visualise rien du HTML, mais ça prend un document HTML, ça enlève tout le HTML, et puis partout où il y a des applets, ça va exécuter une applet. Donc par exemple, je peux tester ça. Donc, vous avez la possibilité toujours, dans un mode de développement, de tester vos applets avec l'Applet Viewer. Donc si je fais Applet Viewer TK modal, c'est juste pour vous montrer, parce que je crois que les Applet Viewer ne fournissent pas une sémantique de toolkit. Mais voilà. Hein. J'ai bien deux points classes qui ont été chargés, puis s'exécutent, ils font des choses. On va voir ce que ça donne d'ailleurs avec la toolkit, mais je vous garantis rien. On va voir la sémantique de dialogue en mode toolkit. Ah voilà, en plus il râle parce qu'il ne doit pas avoir... eh oui. Alors... Bon, alors je ne vais pas chercher... Bah vous voyez, hein. Première expérience foireuse. Il n'accepte même pas que je tente de créer un dialogue avec le type de modalité toolkit modal. Donc ce que je me suis pris en pleine figure, c'est l'exception me disant que j'ai pas les droits de créer un dialogue en tout cas par défaut, je n'ai pas les droits pour créer un dialogue de type toolkit modal. Alors je vais regarder vite fait. Je suis pas certain que on puisse modifier ça comme ça facilement. Non, j'ai pas de problème. Et accès à la classe sans restriction. L'information, j'ai pas grand chose ici. Bon, j'ai pas de quoi changer les sécurités ici, donc il faudrait que je modifie ces sécurités autrement. Donc je ne vais pas insister lourdement, mais là il va falloir que je creuse la question pour savoir. Si j'ai le temps, je ferai ça et je vous documenterai ça. D'ici là, et je vous en préviendrai. Simplement, il faut que je lève ces restrictions. Donc d'abord, il faut que je sache si sur ma JVM, j'ai vraiment le droit de le faire ou si c'est vraiment en dur dans la JVM. Et si c'est pas le cas, il faut que je regarde comment lever ces permissions. Bon, il y a plein de moyens de lever ces permissions, mais je vais pas aller plus loin. Alors, il y a des raisons pour lesquelles le modal toolkit ici m'est interdit en fait. Hein. Le toolkit modal est interdit. C'est vraiment violent le toolkit modal. Puisque l'effet, ça pourrait être de bloquer d'autres applications. Ça peut aller assez loin. Donc ça veut dire que ça déborde largement du monde Java. Donc je pourrais créer une application Java qui se met à bloquer toute l'interface de ma machine. Ça, c'est pas très sympathique. Donc il y a des raisons pour lesquelles on vous interdit ça par défaut. Notamment dans le monde embarqué. Puisque évidemment dans l'embarqué vous allez charger du code à distance dans un navigateur. On peut imaginer que si c'est mal implémenté, il bloque intégralement votre machine. Ça, c'est pas très agréable. Enfin, pas votre machine, mais l'interface graphique de votre machine. Alors, on va essayer de l'embarquer dans un navigateur. On va bien voir ce que ça donne cette fois. Peut-être que lui, il a des permissions plus sympas. J'en sais rien. Je crains qu'on obtienne un effet à peu près identique. Ah ouais, alors là j'ai un autre problème. Là, mon autre problème, c'est que vous voyez qu'à la place de mes applets, je vois écrit no. Et vous avez peut-être remarqué, mais que dans le code source de mon applet, il y avait à l'intérieur, donc le tag applet, il était paramétré en disant quelle est la taille, la hauteur, le code, je sais pas quoi.
et puis à l'intérieur, il y avait du texte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un tag applet, si le navigateur arrive bien à charger le code, l'exécuter et tout ça, eh bien, le code s'exécute. Si jamais il y a des choses qui rendent ça impossible, le fichier auquel on tente d'accéder n'existe pas, il est interdit d'exécuter du code Java, je sais pas quoi, dans votre navigateur, eh bien, à la place, le navigateur, il va utiliser le texte qui est ici. Donc, en général, on met un texte pour dire, je sais pas quoi, applet interdite, ou je sais pas quoi. Donc là, j'ai simplement mis no, et c'est ça que vous voyez apparaître. La raison, c'est que, par défaut, maintenant, les navigateurs, enfin, ça dépend de vos systèmes, etc., mais le mien, depuis un bon moment maintenant, pour les divers problèmes de sécurité liés à Java, par défaut, il désactive les applets pour les pages HTML. Donc il faut que je les réactive individuellement. Alors peut-être que je l'ai déjà fait en partie, donc on va essayer, on va faire une autre expérience. Je vais prendre celle... je vais tenter d'y accéder par Internet. Donc là, je tentais d'accéder directement à File, hein, puisque je lançais pas, j'avais pas lancé mon navigateur en tentant d'accéder au réseau pour accéder aux ressources. Pourquoi est-ce qu'il râle? Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai fait une bêtise là? Qu'est-ce que je fais? Alors attendez. J'ai pas les yeux en face des trous. Oui, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure. Donc cours, c'est pas ça, ça c'est interface, fiche, samples, tk, modal.html. Voilà. Bon, bah ça va, là j'avais levé la sécurité, alors faut être un peu patient. Donc en tout cas, j'ai pas le résultat no. Donc il a réussi au moins voilà, il a réussi à charger le code, il a instancié les machines Java, il est en train d'exécuter tout ça. Bon, il me demande des confirmations, bien sûr, il y a encore la trouille. J'ai pas dû lever encore toutes les sécurités complètement, donc il me demande quand même confirmation. Et puis une fois que j'ai fait ça, bah, il m'a enfin il a enfin exécuté les deux applets. Alors on va voir si ça marche, mais je vous garantis rien parce qu'encore une fois, là, on va voir. Alors bah ouais, là je suis cuit, c'est qu'il me laisse même pas ouvrir de JDialog. Donc là j'ai le même truc, il faudrait que je creuse cette question-là. Je pense que j'ai probablement le même problème qu'avec avec l'applet viewer tout à l'heure, c'est que probablement j'ai pas les droits d'ouvrir un JDialog dans les applets. Ça c'est pareil, hein, pour les applets, il y a des tas d'opérations qui sont interdites par défaut pour des raisons de sécurité. Donc vous voyez déjà, ne serait-ce que exécuter une applet, on considère ça comme dangereux maintenant. Donc ça déjà, il faut lever la sécurité liée à l'exécution des applets. Mais il y a pire que ça, c'est évidemment dans les applets, rappelez-vous, ça c'est du code que je vais chercher sur Internet. Donc là c'est très bien, c'est un code que j'ai écrit moi, je vais chercher en local, j'ai à peu près confiance en ce que j'écris. Mais si vous allez chercher, vous pouvez imaginer avoir une page complètement innocente, hein, où dans un petit bout, dans un petit coin de la page, il y aurait une toute petite applet quasiment invisible, et cette applet, elle ferait quoi? Bah, elle s'amuserait à, je sais pas quoi, lire des fichiers sur votre machine ou des choses comme ça. Donc bien sûr, il y a plein d'opérations qui sont contraintes dans les applets. On peut pas lire un fichier simplement, on peut pas, cette applet ne peut pas établir des connexions au réseau comme ça. Et bien sûr, pour la même raison que tout à l'heure, probablement qu'elle n'a pas le droit d'utiliser le toolkit modal. Donc il faudrait aussi que je trouve comment lever ça, mais ça va être un peu fatigant parce qu'en Java 7, non, je veux pas, en tout cas je ne vais pas en faire l'expérience devant vous, parce qu'en Java 7, ils ont encore changé des tas de choses du modèle de sécurité. Donc ça risque d'être pénible. Je crains qu'il faille signer l'application et puis positionner les droits qui vont avec. Et comme tout ça a une syntaxe désagréable, je risque de passer un temps... voilà. Bon, en tout cas, normalement... là, je suis dans un mode toolkit. L'expérience ne va pas jusqu'au bout, je vous avais dit, c'est comme ça maintenant.
D'accord? Donc là, j'ai balayé les différents types. Alors bien sûr avec ça, hein, vous pouvez faire tous les dialogues que vous voulez. Il y a plus, enfin ça c'est le fonctionnement de base des dialogues. Hein. Vous créez des JDialogues, vous sous-classez votre JDialogue, vous créez toute l'interface que vous voulez dedans, et puis libre à vous de l'attacher avec à une fenêtre ou pas, et puis de choisir le mode de conversation ou le mode bloquant ou le mode non bloquant. Et puis la portée du mode bloquant bien sûr si c'est un mode bloquant.